Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Hop, c'est parti, ça enregistre. Donc bonjour Vulfran. Bonjour Cassandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravi de te rencontrer et je suis ravi d'être là en retour de vacances. Ouais. Ça va, c'était pas trop loin, on est voisins donc. Ouais, non, franchement, je suis à 5 minutes à pied donc Ouais. de chez moi, hein, pas des bureaux panafricains, Oui, mais oui. de chez moi. Ouais. Du coup, pour commencer, après on va parler un petit peu de ton parcours, des étapes de ton parcours, mais du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours jusqu'ici La version, tu veux une version courte? La version que tu préfères, il n'y a pas de. Moi, je m'appelle Vulfran, donc je suis un jeune entrepreneur. J'ai créé une boîte qui s'appelle Panafrica il y a à peu près 4 ans maintenant, pas tout à fait 4 ans. Et avant ça, j'étais dans une autre boîte que j'ai quittée pour monter Panafrica. Donc j'ai un peu tout quitté pour me lancer un peu dans le vide, Ouais. pour lancer une marque de basket, un domaine dans lequel je connaissais pas grand-chose. Mais en fait, j'étais pas du tout destiné à ça. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais en fait, j'ai fait des études au départ de géographie, je voulais être paysagiste. Après, j'ai fait des études de géographie, j'ai eu un master en géographie, en urbanisme. J'ai vécu 2 ans en Espagne, je suis rentré en France. J'ai travaillé pour un promoteur immobilier, donc quelque chose qui a rien à voir. Et puis au bout d'un moment, je tournais un petit peu en rond. J'avais envie, on en parlait tout à l'heure tous les deux, mais de donner un petit peu plus de sens à ce que je faisais. Et il se trouve que j'avais un de mes amis qui habitait en Afrique, qui était là-bas pour monter une jeune start-up en Afrique sur du financement d'entrepreneurs africains. Et moi, j'étais à Paris et en fait, on a eu une idée un peu plus créative qui est venue et on a eu envie de se lancer ensemble pour lancer Panafrica et c'est comme ça que ça a démarré. Et sinon, moi, je suis principalement parisien. J'habite du coup dans le 18e, pas très loin d'ici. Je suis né à Paris, après j'ai un petit peu bougé aussi. Donc je pense que ça a un petit peu forgé aussi mon caractère et mon envie derrière, je pense, de bouger, de voyager, de pas rester tout le temps en place. J'ai bougé parce que j'avais un père militaire, donc j'ai habité plusieurs fois à Paris, je suis habité en Corse, j'ai habité à Nîmes, j'ai habité 2 ans en Espagne, comme je te le disais. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu bougé et que ça m'a toujours suivi tout au long de ma vie. Et j'ai toujours cette envie de mouvement et même quand je suis à Paris, tu vois, la boîte que j'ai créée, c'est une boîte qui me permet de bouger quasiment tous les mois. Donc c'est ça qui me fait du bien. Ok. Et du coup, pour revenir un petit peu au tout début, comment t'en es arrivé à vouloir faire de la géographie, de l'urbanisme? Qu'est-ce qui t'a donné envie de base? Bah, je pense que au départ, moi j'ai toujours adoré la géographie depuis jeune. Je suis plutôt littéraire de formation, j'ai fait un bac littéraire. Et après, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Et je savais pas trop quoi faire, comme je pense beaucoup d'étudiants Ouais, c'est clair. enfin de lycéens qui doivent faire leurs premières études. On te demande à 18 ans, enfin même à 17 ans, de savoir ce que tu veux faire après, et genre limite de trouver l'école qui va te permettre de trouver ton métier derrière. Je trouve ça hyper dur parce que t'as pas encore de maturité, pas de recul, t'es encore un enfant à cet âge-là, enfin en tout cas moi je l'étais. Et du coup, j'aimais bien la géographie, je me suis dit tiens, why not, ça me ferme pas de porte, enfin ça me ferme pas trop de portes en tout cas dans ce que je voulais faire. Et j'adorais la nature, donc au départ je voulais être paysagiste. Donc j'avais une école à passer qui s'appelle l'école du potager du roi. Et on m'avait dit pour passer cette école-là, fais de la géographie parce que ça reste assez large et ça t'aidera pas mal pour le concours d'entrée. Il y a un concours d'entrée et il y avait pas mal de dominants de géographie, etc. avec je sais pas, de la géologie, de la géomorphologie et tout qui peuvent t'aider derrière dans des études de paysage.
Et du coup, c'est pour ça que je suis rentré en fac de géographie. Donc j'ai toqué à la porte de la Sorbonne, je me suis inscrit en géographie et j'ai fait 2 ans comme ça en géographie. Sauf qu'au bout de 2 ans, je tournais un petit peu déjà en rond. Enfin, j'avais mes amis qui étaient là, mais j'avais l'impression que les cours se ressemblaient un peu, que t'habites un groupe d'amis. Enfin, tu vois, je me sentais déjà dans un cercle un peu trop, déjà un peu, ça bougeait pas assez. Donc au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour partir à l'étranger. Et là, je suis parti en année d'études en Erasmus à Salamanque, en Espagne. Et là, il y avait pas vraiment de géographie. Je me suis réorienté un peu plus vers de l'aménagement du territoire, urbanisme. Je trouvais ça intéressant. Et il se trouve que j'ai adoré l'Espagne, que je me suis permis de rester 1 an de plus que l'année prévue au départ en Erasmus. Mais je suis parti dans une autre ville parce que je me suis dit, en fait, je vais pas rester 2 ans dans la même ville. Donc je suis parti à Séville. Là, je me suis inscrit en étudiant libre. J'ai fait je suivais des cours, je bossais à côté, je m'instruisais, je lisais beaucoup les journaux espagnols, j'essayais d'apprendre plus la langue, la culture. Et je suis resté 1 an de plus comme ça. Et en rentrant, je me suis inscrit du coup à la Sorbonne en urbanisme, parce que ça me plaisait pas mal. L'étude de la ville, à grande échelle, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça à chaque fois, en, en essayant des choses, en les appréciant, et puis j'ai continué comme ça, et c'est ça qui m'a permis de trouver mon premier job au départ, qui était chez Nexity, qui est une sorte de promoteur immobilier, euh, et je m'occupais de développer des grands projets urbains qui mêlaient de la construction de logements sociaux, de résidences étudiantes, de bureaux, voilà, pour repenser un peu les villes dans lesquelles on vit. Donc ça, c'était vraiment intéressant de démarrer comme ça, quelque chose de très opérationnel, en lien direct avec ce que j'avais appris à la fac. C'est marrant parce que dans ce que tu dis là, on a l'impression que t'aimes pas trop être enfermé dans une situation, t'aimes bien bouger, t'aimes bien pas trop être dans un cercle restreint, bouger. Tu Ouais, penses que ça vient de justement le fait que t'avais peut-être un peu voyagé aussi avec ta famille avant ouais, bah, je sais pas. En tout cas, moi, ce qui est vrai, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je pense que la curiosité est vraiment importante pour pouvoir, voilà, penser de nouvelles choses. Quand tu es entrepreneur, en plus, tu dois tout le temps penser à demain, tu vois, à ce que tu vas faire demain, parce que c'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça marchera demain. Donc, c'est important d'être curieux, de pas s'enliser dans quelque chose, de pas s'encrouter. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours. Je dis pas que je peux pas mener des projets à long terme, mais c'est vrai que avoir plein de petits projets plus court terme, tout en ayant, tu vois, une vision un peu plus long terme, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça m'intéressait de se dire, ok, ça je le fais 1 an, et puis derrière, qu'est-ce que je peux faire? Et je trouve qu'à chaque fois, ça te sort un peu de ta zone de confort, et ça te permet d'aller beaucoup plus loin que les autres, je trouve. Enfin, moi, je vois, il y a des gens avec qui je bossais qui sont encore dans les boîtes dans lesquelles je bossais et tout. Bah, c'est cool, mais ils ont pas tout à fait la même vie, tu vois. C'est-à-dire que je trouve que le fait de changer, bah déjà, moi, j'ai toujours fait des nouveaux cercles d'amis. Donc c'est con, mais tu bouges d'une fac à une autre, d'une ville à une autre, ça te permet de faire des nouveaux groupes d'amis, des gens très différents qui te connaissaient pas avant. Donc tu as un nouveau rapport aux gens. Tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés si tu es resté bien au chaud dans ta première fac. Donc c'est vrai que tout ça, ça t'apporte, je trouve, une certaine ouverture, et ça te permet, ouais, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui était indispensable dans ma construction, à la fois personnelle et professionnelle. de pouvoir se nourrir de toutes ces rencontres, Ouais, etc. Ça ouais. permet aussi de se guider un petit peu Oui, dans ce c'est qu'on veut clair. faire. Et même aujourd'hui, avec ce que je fais, je suis jamais en train de me dire, bah ok, c'est cool, ce qu'on fait, ça marche, on vend des baskets, bah on va toujours chercher un petit peu plus loin, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous plaît bien sûr aussi. Mais je te parlais tout à l'heure, je te disais oui, avec Panafrica par exemple, on a aussi un podcast, c'est quelque chose euh, qui était important pour moi en fait. Je trouve que ça nous ouvre d'autres horizons, ça nous permet de parler de la marque tout en faisant autre chose. Et pour moi, c'est vraiment plus un hobby. Du coup, c'est pas du travail. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Tiens, donc tu t'intéresses, tu lis des trucs sur les podcasts, tu rencontres des gens qui en font. Et tout ça, ça te nourrit de plein de choses. Et puis tu fais tes trucs et tu te dis, ah, tiens, c'est cool, j'ai pas l'impression d'être au boulot quand je fais ça, quoi. Ouais, du coup, t'as pas envie de stagner et pareil, t'as pas envie de faire Ouais. stagner ta boîte, quoi. Bah oui, je trouve. Et en fait, enfin, je considère quand tu es entrepreneur, que quand c'est toi qui as créé une boîte, tu as une certaine quand même énergie à apporter. Maintenant, j'ai quand même des salariés, des équipes.
tu as une certaine énergie, des choses à penser, tu as des idées à apporter. Et sans ça, je pense que la boîte, elle meurt. Et d'ailleurs, tu vois, toutes les grandes entreprises, alors moi, je me réfère beaucoup à la mode notamment parce que c'est mon secteur d'activité, mais celles qui sont encore en vie, qui ont duré 40, 50 ans, c'est à chaque fois parce que tu as des créateurs qui sont encore là aujourd'hui et qui impulsent, tu vois, une énergie créative, une imagination, qui ont de la curiosité. Et ça, je trouve ça passionnant de ces histoires-là, en fait. Tu as de boîtes qui ont perduré dans le temps pendant 30 ans, 40 ans, et grâce à souvent une personne, en fait. On a vu là récemment, je suis désolé, je suis un peu long, tu me coupes quand t'en as Non, marre, non, non, mais on a vu récemment t'inquiète, Sonia c'est Rykiel, hyper. tu vois, c'est une boîte qui était Ouais. qui a périclité, qui a pas trouvé de repreneur ni rien. À partir du moment où Sonia Rykiel est décédée, la boîte était morte. Et en fait, pourquoi? Parce que tu avais quelqu'un à la tête de la boîte qui apportait tout. Alors, il faut toujours penser à la suite, mais ça montre, tu vois, en tout cas dans mon secteur d'activité aussi, la force d'entendre certains créateurs, entrepreneurs, qui peuvent apporter comme énergie, comme curiosité, comme nouvelles idées pour toujours aller de l'avant. Voilà. Et du coup, c'est hyper à double tranchant, quoi, parce que si tu te renouvelles pas ou si tu n'arrives pas à avoir une vision ou un fil rouge, bah, ça peut mourir assez vite. Ouais. Oui, je pense que, en fait, c'est clair que moi, je me suis toujours dit qu'une boîte que tu crées, euh, elle peut très bien marcher. Nous, on marche très très bien aujourd'hui. Tu penses toujours au lendemain, tu dis toujours, demain, ça pourrait ne pas marcher. Alors moi, déjà, je me dis toujours, de toute façon, tu sais, j'ai quitté mon boulot, j'étais super bien payé, je suis parti, franchement, je me suis jeté dans le vide, j'avais rien derrière, on savait pas ce qu'on... Enfin, tu vois, on savait pas trop ce qu'on faisait, donc j'ai pas cette crainte-là. Et puis je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, c'est hyper enrichissant, c'est hyper cool. Là, on connaît le succès, donc c'est encore plus cool que ce que ça aurait pu être. Et quoi qu'il arrive, ce que ça sera demain, je me dirais, on a déjà fait un truc hyper cool, hyper beau, avec beaucoup d'impact aussi, ce qui était important pour nous. Mais effectivement, ça t'oblige à sans cesse être dans demain, après-demain, qu'est-ce qu'on fait, comment on évolue, comment on fait évoluer la marque, comment on a un discours qui évolue. Parce que sinon, effectivement, les gens, ils sont tes clients, au bout d'un moment, ils peuvent se lasser. Tu vois, de ton discours de marque, de tes produits, de plein de choses. Donc, c'est important d'être sans cesse dans le renouvellement. C'est un temps fatigant, je te le cache pas, parce que t'es tout le temps à penser à l'après et que t'entends, moi je dis même, ah, c'est chiant, on n'arrive pas à fêter les trucs qui se passent bien, on a plein de trucs à fêter. En fait, on les fête pas parce qu'on est déjà dans le stress d'après. Et ça, c'est hyper dur. Mais ça, je pense que c'est propre à tous les entrepreneurs, en fait. À un moment donné, tu te lances dans quelque chose, tu as du mal à t'arrêter de dire, bon, déjà, attends, fêtons ce qui est cool. Parce qu'en fait, tout ce qui est cool amène des trucs un peu moins cool derrière. Je te prends un exemple, tu as une super collab à faire dans 200 magasins, tu dois livrer les clients et tout, donc tu es super content de faire la collab, tu dis c'est une grosse visibilité, on va être dans plein de magasins, etc. Mais tu le fais pas forcément parce que derrière tu dis ok attends, il faut produire 5 10 000 paires de chaussures, il faut les livrer à temps, il faut ci, il faut ça, il faut trouver les financements parce que les mecs ils te payent pas forcément des acomptes à chaque commande. Et donc du coup en fait c'est derrière toute une série de petits problèmes ou petits stress à gérer. Et ça c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est vrai que toi, tu es à la tête de tout ça, donc de temps en temps, tu as du mal à. Tu vas prendre un peu de recul, à dire, bon, déjà, soyons contents de ce qu'on fait, et puis on verra bien. Ouais, c'est un peu l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur. Ouais, c'est T'as des ça. bonnes nouvelles, mais derrière, il faut les exécuter, quoi. Donc après, c'est plus C'est ça, compliqué. ouais. L'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur, il est bien vrai. Je pense pour beaucoup, je parle beaucoup avec les entrepreneurs. Moi, c'est ce qui me rassure toujours, parce que de temps en temps, tu as l'impression d'être tout seul dans ton coin, à genre de temps en temps galérer, à voir justement ce dont tu parles, de les hauts, les bas, toute la journée. Et en fait, forcément, je rencontre beaucoup, que ce soit des entrepreneurs qui sont un peu plus âgés ou des entrepreneurs qui viennent de créer leur boîte. Euh, c'est vrai que tu as toute la journée des hauts, des bas, et tu te dis, bon, je suis pas tout seul dans ce cas-là, donc ça te rassure. Ouais, c'est important pour toi de rencontrer d'autres entrepreneurs qui Ben, font la même chose que toi ou des choses ouais, différentes, mais ça. en fait, pour moi, ce que je te disais, ça revient un peu à la question de la curiosité, etc., et de l'ouverture d'esprit. Panafrica, ça m'a vachement aidé de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Et déjà, au départ, j'ai cherché à rencontrer pas mal d'entrepreneurs, parce que je trouve ça toujours important de parler à d'autres, de savoir quelles ont été les difficultés, comment tu gères ta boîte, ce à quoi il faut faire attention, etc. J'ai commencé de temps en temps par des gens que je connaissais déjà qui m'entouraient,
J'ai 2 frères qui sont entrepreneurs aussi, par exemple, qui me donnent des conseils, etc. Après, avec le succès Panafrica, j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont contacté ensuite, me dire est-ce que je peux venir te voir? Souvent issus du secteur de la mode ou d'autres, mais pas mal de la mode, qui créaient des marques, qui avaient déjà des marques et qui voulaient savoir un petit peu comment on avait fait pour bien marcher. Je sais pas, pour des questions précises sur développer son réseau de distribution, des choses comme ça. Et je dis rarement non. Tu vois, j'essaye toujours même, t'entends, j'ai des journées vraiment chargées. C'est rare que je dise non à quelqu'un si la personne a l'air intéressante, que le projet a l'air de tenir la route, etc. Je les vois toujours. Alors, t'entends, c'est le matin tôt ou le soir en fin de journée, mais je trouve ça important aussi. Maintenant, moi, ça fait 3 ans et demi qu'on a monté la marque avec Hugues. Je pense qu'on a aussi des choses à apporter à d'autres et qu'il y a une question de transmission aussi. Et il y a même des marques de temps en temps, j'en ai déjà vu qui se lançaient très proches de nous dans le même secteur, même chaussures, etc. Et que j'ai contacté à un moment donné en disant n'hésitez pas si vous avez des questions trucs à venir nous voir. Tu vois, j'ai une marque en tête qui sont venus me voir au bureau, ils ont trouvé ça hyper cool, tu vois, que je prenne les devants. Parce que nous-mêmes, quand on avait démarré, on avait des marques beaucoup plus vieilles que nous, qui sont aujourd'hui des marques plutôt connues, qui sont venus nous voir en disant c'est cool ce que vous faites, n'hésitez pas si vous avez une question, des difficultés. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et je me suis dit, putain, ce truc-là, quand t'entreprends, il est sympa, t'as l'impression d'avoir des concurrents. Et en fait, oui, ça reste des concurrents, mais c'est des gens quand même qui sont, pour la plupart, bienveillants et qui sont prêts à t'aider le jour où t'as une difficulté. Ça, je trouve ça assez cool. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait vachement enfin, je sais pas si on peut appeler ça une communauté, une bienveillance des entrepreneurs, parce qu'en fait, au début, tout le monde a un peu galéré, je pense, et donc derrière, toi, tu as été content voilà, d'avoir du soutien, d'avoir des mentors ou un entourage qui a fait que ça t'a poussé. Donc toi, après, quand ça marche ou quand tu as un peu l'expérience, tu redonnes ça, on va dire, à la communauté des Ouais, entrepreneurs, quoi. moi je trouve que c'est hyper important et c'est comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, tu as des gens qui t'ont aidé et toi, tu dois pouvoir rendre aussi quelque chose à ton niveau. Et quand tu as des jeunes entrepreneurs qui viennent te voir parce qu'ils créent une marque de pull et qui sont en galère, qu'ils n'ont pas de bureau, nous, tu vois, je pense à quelqu'un qu'on a accueilli à nos bureaux pendant 2 mois, qui avait plein de questions. Tu vois, on lui a passé des relations qu'on avait pour telle ou telle chose, je sais pas, des comptables, des banquiers, parce que je pense que c'est important. Et à un moment donné, c'est des gens avec qui, quoi qu'il arrive, qu'on retrouve un moment dans notre univers de marque, avec qui on fera peut-être une collab demain, avec qui on va faire un shooting en commun, et je trouve ça hyper cool, justement, ces renvois d'ascenseur. Et je sais qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer du coup sur tout un tas de gens tu sais, qui nous entourent et qui font partie un peu voilà, aussi de notre univers de marque plus ou moins lointain, quoi. Ouais, ouais, non, non, je pense que c'est hyper important de s'entourer et de tendre la main aussi aux personnes qui se lancent. Et du coup, juste pour revenir au tout début de Panafrica, parce qu'on n'a même pas présenté exactement ce que c'était Panafrica, mais pour revenir au tout début, tu étais quand même avant de te lancer. Donc tu disais, tu étais quand même dans un job où tu étais bien payé. Je crois que tu étais déjà directeur, non? En Ouais, quelques ouais. années, tu étais déjà passé de directeur. Donc c'était quand même, je pense, voilà, un confort de vie, Mhm. que ce soit en termes de salaire ou même en termes de voilà, je suis dans un métier, on va dire que je connais depuis quelques années. En plus, j'ai gravi les échelons. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti? C'est parce que vous avez eu l'idée avec Hugues, c'est ça? Vous avez eu l'idée Ouais, avec Hugues ou déjà, en fait, tu t'en avais marre de ouais, Nexity? oui, pour revenir sur Nexity, moi je suis rentré en fait un peu, tu vois, bébé Nexity, quoi. C'est une boîte qui était une grosse boîte dans laquelle j'avais envie d'aller. J'ai quelqu'un qui m'a fait confiance, qui était un des directeurs généraux du groupe, qui m'a pris vraiment à la sortie de l'école, en mode je vais te former et puis je vais te faire monter, quoi. J'ai très vite évolué parce que j'étais dans un environnement qui me plaisait. Je pense que je suis assez sérieux dans le travail et assez curieux. Et en même temps, je pense que j'ai apporté un truc assez créatif par rapport à ce qu'il faisait. Et du coup, j'ai vite évolué, j'ai vite été directeur. J'avais une équipe d'une dizaine de personnes à manager. Donc franchement, et j'étais bien payé, comme je te le disais. C'était un peu le boulot en or pour n'importe qui sortait de mon type d'études, tu vois. Mais il se trouve que, à un moment donné, je suis quand même quelqu'un d'assez réfléchi. Tu prends un peu de recul sur ce que tu fais, tu te dis, est-ce que, en fait, ok, c'est cool, je pouvais évoluer vachement, je pense. Mais il me manquait quelque chose. Tu vois, il me manquait quelque chose, c'est-à-dire, il me manquait plusieurs choses. Il me manquait déjà euh, le fait d'être mon propre patron. Parce que t'as beau évoluer, t'as beau grandir, t'as beau avoir des gens qui te font confiance, tu restes quand même à un moment donné un maillon d'une chaîne.
où tu as l'impression qu'en fait les décisions elles sont pas prises à ton niveau. Et ça c'est pour moi la mort de toutes ces grosses boîtes là. Et on le voit aujourd'hui avec nous, notamment tous les jeunes qui sortent d'études qui nous contactent plus nous qu'un je sais pas, un Total ou voilà, des boîtes qui faisaient rêver il y a 20-30 ans. Euh, c'est que aujourd'hui, t'es jeune dans une boîte comme ça, bah, on te dit t'es jeune, donc tu vas progresser petit à petit, et peut-être que dans 10 ans, tu feras quelque chose de cool, et encore même dans 10 ans, tu seras jamais le décisionnaire. Parce que tu auras toujours des actionnaires, des gens qui vont décider à ta place, et tu vas toujours faire tu vois, le truc hyper hiérarchique. Voilà. Alors, il y a des boîtes qui essaient de se restructurer un petit peu pour changer ça. On entend parler beaucoup d'intrapreneuriat, de choses comme ça. Mais ça reste pour moi un peu de la poudre aux yeux, parce que je le vois un peu chez mes potes qui sont encore dans ce genre de structure. Ils sont là, oui, on me permet de faire ci, faire ça. Bon, c'est juste pour moi quelque chose qui permet un peu de dire aux collaborateurs, oui, on va t'intéresser à quelque chose, et voilà, mais que dans les faits, je trouve ça très compliqué d'être dans ce genre de boîte et d'être ton propre patron. Donc ça, c'était le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que c'est le sens que tu donnes à ta vie. C'est ok, je fais ça, mais en fait, pourquoi je le fais? Et est-ce que je me vois le faire encore pendant 10 ans, 20 ans? Dans cette boîte-là ou dans une autre boîte, mais je veux dire dans un secteur d'activité donné. Et là, je me voyais pas du tout. En fait, je me dis, ok, je gagne de l'argent, truc, mais en fait, cet argent que tu gagnes, euh, est-ce qu'il te rend heureux? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que ça te permet en même temps d'avoir une certaine liberté? En fait, tu réponds à toutes ces genres de questions et tu dis, bah non, en fait, je suis à la fois pas libre, je suis finalement assez stressé, je gagne de l'argent, mais cet argent, je peux même limite pas le dépenser parce que je suis beaucoup pris la semaine. Et enfin, tu vois, tout un tas d'évidences en fait. Et ça, et ça, forcément, au bout d'un moment, tu te dis c'est plus gérable si je peux pas continuer comme ça, tu vois. À un moment donné, tu fais sauter un verrou, tu sais, que t'avais, et tu te dis bon, il faut que je trouve quelque chose pour changer. En plus de ça, depuis, on va dire, mes études, j'avais quand même une grosse envie de monter quelque chose moi-même. Parce que déjà, à la sortie de mes études, avec Hugues déjà, qui est mon associé, on voulait monter quelque chose. Donc tu vois, c'était quelque chose qui durait un peu. C'était pas le bon moment, on l'a pas senti, on était un peu jeune, je pense pas, peut-être, on avait peut-être besoin de cette expérience, chacun de notre côté, faire des choses différentes, bosser dans des boîtes, voir ce que ça pouvait donner. On a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses de cette entreprise-là. Euh, et donc, je le regrette pas du tout. Mais c'était bien qu'à un moment donné, je fasse ce saut-là. Je dis souvent, c'était un peu un saut dans le vide parce que bah, il y avait pas de parachute. On savait pas trop où on allait. J'étais pas, comme tu l'as compris, pas de formation. J'ai pas de formation d'école de mode. Même si je suis créatif, j'avais fait des cours du soir aux Beaux-Arts, je dessine pas mal, etc. J'avais pas ce truc de école de mode, de design. Hugues non plus. On n'y connaissait rien, on connaissait personne dans le secteur, donc c'était vraiment pour nous un saut dans le vide. Et en même temps, on s'est dit si on le fait pas maintenant, euh, je pense qu'on le fera jamais. Parce que après, tu commences à avoir quand même des responsabilités, tu peux culpabiliser. Enfin, je te dis, enfin, Hugues, on aurait pu avoir, je sais pas, des enfants, un truc où tu as quand même beaucoup plus de choses. Là, on était tous les deux, on n'avait rien, pas de famille. On s'est dit bon, Vous aviez quel âge à l'époque? bah, on avait, je sais pas, 20, moins de 28 ans, 27, Hugues devait avoir 27 ans. Tu vois, on avait tous les deux bossé, on avait fait nos études, on avait bossé Hugues 3 ans, moi 4 ans après les études, et on s'est lancé après, quoi. Donc, on est tous les deux, on était avant 30 ans, et on s'est dit, c'est le moment de le faire, sinon on le fera pas. Et du coup, comment ça s'est passé? T'as quitté Next City et après vous en avez discuté avec Hugues ou vous en avez parlé et ensuite t'as quitté? Comment ça s'est fait? Euh, Franchement, on est allé vraiment, on est là, franchement, quand je prends le recul, je me dis, on était un peu des têtes brûlées, quoi. Parce que, en fait, on avait l'idée avec Hugues. Donc, Hugues habitait, au moment où on a eu l'idée de la marque, il habitait en Côte d'Ivoire et moi, j'étais du coup à Paris. On se dit, ok, ça peut être cool. Il était du coup baigné dans un univers africain. Il y avait des tissus africains, des tissus wax. Et on s'est dit, ouais, créons une marque qui reprend un peu ces tissus, créons une marque avec un impact fort en Afrique. En gros, des baskets aux couleurs de l'Afrique, c'était un peu notre slogan. On s'est dit, on se lance comme ça. Mais on n'avait rien, on avait encore rien monté. On savait pas où est-ce qu'on allait faire fabriquer, où est-ce qu'on allait acheter nos matières, comment ça allait se passer, etc. Mais moi, un beau matin, donc on était un été avec Hugues, on a parlé de tout ça, et on s'est dit, ok, ça peut être bien, mais on avait laissé ça un peu, tu vois, au fond de notre pensée.
notre cerveau et on s'est dit on continue à bosser et puis on le fera peut-être à côté. Tu vois, on n'était pas encore en mode on se On lance. se lance, ouais. Et puis moi, franchement, ça venait en même moment de mes réflexions. Hugues, pareil. Mais moi, en tout cas, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, j'avais pas dormi de la nuit. J'avais pensé qu'à ça. Tu sais, comme ça te revient un moment. Et je me suis dit, en fait. Enfin, tu sais, j'étais tellement impliqué dans ce nouveau projet là, j'arrêtais pas d'y penser. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quels que soient les risques. Donc j'ai appelé Hugues, je lui ai dit, écoute-moi, si ça te dit, tu sais, on a parlé de faire ça à côté de nos boulots et tout ça. Mais si ça te dit, enfin moi je suis prêt à quitter mon boulot pour faire ça à temps plein. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense que on peut bien bosser ensemble et tout. Je te laisse réfléchir. Faut savoir qu'on est meilleurs amis, donc je lui ai dit je te laisse réfléchir. Je voulais pas qu'on le fasse par amitié, mais vraiment parce qu'on se disait on est capable de bosser ensemble. Je te laisse réfléchir et puis tu me dis. Donc il a pris son temps pour réfléchir et tout. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a dit ouais t'as raison, on va se lancer. Et voilà. Mais donc moi très vite j'ai quitté mon boulot. Après, on est allé assez vite. Mais il faut savoir que Hugues a quitté son boulot. Lui, il était en contrat local. Hein, donc, il est arrivé en France. Il n'avait pas de chômage. Enfin, là, c'était vraiment, quand je te disais sans parachute, c'était sans parachute. Hein. Et en fait, c'est en arrivant, je me souviens, j'avais mon appart. Je te parlais d'un appart tout à l'heure dans le 18e. Là. Il arrive dans mon appart. Et là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux quitté nos boulots. Et qu'on savait toujours pas ce qu'on allait faire réellement, c'est-à-dire qu'on avait une idée, tu vois, une vision un peu de ce qu'on voulait pour notre marque, mais on n'avait rien, quoi. Donc c'était trop bizarre ce jour-là où on s'est dit, mais en fait, ça y est, ça commence, quoi. Dès le premier jour, on se dit, mais en fait, on n'a plus d'entreprise, et rapidement, on doit faire rentrer de l'argent parce que sinon, on peut pas rester longtemps comme ça, quoi. Donc c'était marrant ce moment-là. Parce que c'est ce moment-là, en fait, je le dis parce que c'est ce moment-là, moi, je trouve toujours que quand tu restes dans un confort de je suis dans un boulot, je cherche en même temps, en parallèle à faire quelque chose, et je commence, ça marche pas. Parce que nous, on l'a fait pendant un an, on était dans des boulots et on a réfléchi à Panafrica, et on n'a jamais Sauter le pas. abouti à quelque chose de vraiment concret qui nous permettait de nous lancer. Le jour où on était dans mon appart, sans boulot, à se dire, bah ça y est, c'est le premier jour de Panafrica, en gros, et bah là, on a eu tout de suite les idées plus claires. On s'est dit, ok, il faut faire ça comme ça, un truc. Et là, on a mis un plan d'action et on a eu les idées beaucoup plus claires et c'est parti comme ça. Ouais, parce que vous aviez plus vraiment le choix en fait. Ouais. Là, Et c'est ce jour-là où on a trouvé vraiment l'idée de la paire de baskets, de comment on voulait la faire, etc. ouais, parce que de base, c'était quoi? C'était les tissus wax qui vous avaient inspiré à... Ouais, bah au départ, c'est vrai que c'était plus une inspiration créative autour, on va dire, des tissus wax, de la couleur, ouais, de faire ouais, c'est parti de là. Et après, c'était vraiment d'avoir une paire de baskets un peu pop, un peu colorée, à travers les tissus. Et de lui donner un impact, parce que nous, ce qui nous importait aussi quand on avait quitté nos boulots, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut donner, je t'en parlais tout à l'heure, du sens à donner à sa vie et tout ça, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien, et comment on peut, nous, être fiers en gros de ce qu'on est en train de construire. Donc on s'est dit, ok, si on fait ça, comment on peut repenser un peu la manière dont on conçoit le produit pour lui donner un impact plus positif sur le plan environnemental, le plan social. Et c'est comme ça qu'on a monté Panafrica à travers tout ce qui est développement de nos partenariats pour l'achat des matières premières, pour la production des paires et monter un projet un peu vertueux. C'était ça qui nous intéressait. Donc c'était les deux un peu mélangés, d'avoir un produit cool, coloré, et en même temps que ce produit-là, il ait une histoire dont on puisse être fier et qu'on puisse raconter facilement aux gens qui achètent et que les gens qui achètent puissent le raconter aussi, et ce qui a fait que ça a fait un bouche à oreille très rapide. Parce que derrière chaque paire, tu as une histoire qui est quand même assez forte de Panafrica. Tu vois, en termes de fabrication, d'achat de matières premières, de circuit, on va dire logistique et tout, qui est à la fois un circuit vertueux et qui te fait voyager. Et enfin, tu vois, moi je prends des paires, la paire que j'ai, quand tu sais que la toile elle vient de Côte d'Ivoire ou elle vient du Ghana, de comment ça a été fait, tout ça, forcément ça fait voyager un petit peu, t'as envie de raconter. Et tu vois, nous ça nous a beaucoup porté parce que les gens qui sont des clients Panafrica, aujourd'hui ils adorent raconter un peu l'histoire de leur père. Et ça, je trouve ça génial en fait. Et ça permet de raconter aux autres, de faire du Ouais, bouche à oreille, ouais, etc. Et de créer une vraie communauté c'est ça. Ouais, d'une vraie autour de la communauté marque. engagée autour de la marque, Mm. et c'est ça qui nous a fait beaucoup grandir. Ouais, mais justement, pour revenir sur les tout débuts de Panafrica, parce que je sais que la communauté a été très importante, mais comment vous avez fait pour passer, bah, justement, on t'en parlait, mais de l'idée à la concrétisation d'un projet et de la création de la marque Panafrica? Parce que je pense que c'est un peu justement le plus compliqué. J'ai l'impression que les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont une idée, mais après, pour la mettre en place, pour l'exécuter, comment vous avez
trouver les fournisseurs, comment vous êtes renseigné parce que vous connaissez rien Ouais. au monde de la mode, ce que tu disais, au monde de la chaussure. Comment ça s'est fait Ben, je pense que déjà, il faut essayer d'aller assez vite. Enfin, nous, on a essayé d'aller le plus vite possible pour ne pas trop traîner, ne pas trop se poser de questions et se dire, en fait, à un moment donné, nous, on est beaucoup avec Hugues dans faisons et on apprend comme ça. Tu vois, parce que sinon, à un moment donné, tu vas forcément te tromper, mais il faut savoir aller vite. Nous, on est allé très vite, c'est-à-dire que on s'est dit, ok, c'est une paire de baskets qu'on veut faire. On est tout de suite, on s'est dit comment est-ce qu'on veut la faire. À partir de là, on s'est dit dans quel pays on peut trouver des gens susceptibles de produire la toile, de produire la paire de baskets, voilà. On a contacté des gens, on est parti nous très vite avec un sac à dos. Alors bon, moi c'est dans ce domaine-là, mais n'importe qui, à un moment donné, il faut aller au contact du terrain, quoi. Il faut voir les gens, que ça soit quand tu fais de la mode, mais pour d'autres domaines d'activité. Moi, je connais des gens dans d'autres domaines. Ça peut être pour la cosmétique, pour d'autres choses. Tu vas aller voir des usines, tu vas aller voir des fabricants. C'est comme ça, c'est en discutant que tu te rends compte que ton projet, il est bancal, qu'il manque ci, qu'il manque ça, qu'il te manque un designer qui te dessine un dessin technique pour que l'usine d'assemblage, elle puisse à un moment donné faire ta forme de chaussure, etc. Donc tout ça, il faut aller assez vite et se confronter rapidement. Alors nous, on était dans un produit, on est sur un domaine très B2C, donc on avait besoin de se confronter au marché, au marché potentiel, aux clients potentiels, pour avoir des retours. Donc nous, on a fait un premier prototype rapidement, et ce premier prototype, on l'a lancé sur Ulule, une plateforme de financement participatif, où on s'est dit, on avait un prototype et puis on avait décliné, je sais plus, à l'époque, une dizaine de coloris, et on l'a mis en vente comme ça. Et nous, ça nous permettait rapidement de faire rentrer de l'argent, parce que c'est des systèmes de précommande, et de fédérer une communauté autour de la marque, et de tester de un tester, ouais. produit rapidement. Et ça a été vraiment pour nous, on n'avait pas fait d'études de marché ni rien, parce qu'on était allé assez vite. Et c'était vraiment notre première étude de marché grandeur nature, de voir est-ce que le produit plaisait, est-ce que l'histoire plaisait, est-ce que est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour acheter. Et ça, derrière, ça te permet de rassurer aussi les banques, ça te permet de rassurer pas mal de monde. Et on savait pas trop où on allait. Nous, c'était un premier prototype. Je crois que c'était même pas les bonnes semelles, qu'on avait. On a plein de trucs qui ont été ajustés depuis, et quand je revois le premier prototype, je me dis oula, comment on a fait pour sortir ça? Mais c'est trop cool. Et on en a vendu 2000 comme ça en l'espace d'un mois, tu vois, ce qui est énorme. Et on est rentré comme ça en l'espace d'un mois. On était dans les 10 projets les mieux financés de la plateforme, qui est quand même la première plateforme en Europe. Donc on avait levé 110 000 euros, je crois, donc ce qui était vraiment beaucoup. Tout ça, ça nous a permis de lancer une première production sans avoir à lever de fonds, parce qu'en fait, nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas beaucoup d'argent, hein. On avait mis un peu de côté en sachant qu'on allait lancer Panafrica, mais on avait entre 10 et 20 000 euros qu'on a mis en capital, plus les premiers voyages, etc. Mais ça ne nous suffisait pas pour lancer une première production, pour faire un premier salon professionnel, pour essayer de démarcher des boutiques. Donc ça a été vraiment la rampe de lancement pour nous. Ouais. À la fois en termes de finances, en termes euh, de création d'une communauté, création d'une marque, en fait. Ok, et donc ça, c'est enfin, dans ce que tu dis, c'est hyper important justement de se lancer assez vite, de pas trop Ouais. réfléchir, etc. Parce que sinon, je pense que quand tu réfléchis trop, après, t'as trop tendance à te dire ouais, non, ça va pas marcher ou machin. Donc vous êtes pas trop posé de questions et vous y êtes allé. Donc c'est hyper intéressant et vous avez, pour tester votre marché, plutôt que de faire une étude de marché ou autre, vous avez directement sorti votre prototype. Mais enfin, comment vous avez fait à l'époque pour justement fédérer cette communauté autour de votre campagne de financement participatif? Comment ça s'est fait? C'est vraiment les gens qui sont venus sur Ulule d'eux-mêmes ou enfin comment vous avez Au réussi? tout début, nous, on s'est beaucoup appuyé déjà sur les gens qu'on connaissait, sur nos amis, sur notre famille, et n'importe qui le dira qui a fait une campagne de crowdfunding, que c'est très important au départ de s'appuyer sur un premier cercle. Donc nous, on s'est appuyé sur nos amis, sur notre famille, pour vraiment, dès le démarrage, même on n'avait même pas de premier modèle et tout ça, on avait écrit un mail à tout le monde en disant voilà, on quitte nos boulots, voilà ce qu'on veut faire, truc. Et on avait tenu au courant un peu les gens. Donc ce premier cercle-là, il était vachement dans l'attente du lancement, et plus pour des raisons affectives, pour nous aider, en sachant que c'était vraiment important pour nous, qui se mobilisent au tout début.
Et ça nous a vachement soutenu, ça nous a vachement porté au début. Parce que quand on a lancé le crowdfunding, au début, on voulait vendre 200 paires de chaussures en se disant, bah ça, déjà, ça sera une première réussite, donc c'était notre objectif. Ces 200-là, la première journée, elles étaient vendues. Donc c'est ce qui nous a permis vraiment, et ça, c'était grâce à nos amis, à notre famille, qui sont tout de suite mobilisés pour nous soutenir. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi derrière à mobiliser un second cercle, qui sont les amis d'amis, grâce au bouche à oreille, grâce au côté positif de démarrage de la marque, parce qu'il faut savoir que les gens, à un moment donné, ils t'aident, ceux qui te connaissent pas ou qui te connaissent moins, ils vont vers un projet à partir du moment où ça marche. Tu vois, c'est toujours le truc de la communication positive. Donc, le fait que ça marche très fort, très vite, bah, du coup, ça donne envie. Ah, ils entendent parler de la marque, ou tes amis disent, ah, tu sais, j'ai un pote, il a lancé son truc, ça cartonne. Donc, les gens sont curieux, ils vont voir, et voilà. Donc, ça te permet de toucher un deuxième cercle. Et après, un troisième cercle que tu maîtrises beaucoup moins, qui te permet vraiment de lever des sommes plus importantes, d'atteindre ce qu'on a atteint, qui est un cercle que tu ne connais pas, qui vient à toi, bah voilà, grâce à ce bouche à oreille, grâce à l'effet boule de neige en fait sur la plateforme Ulule, où les gens ils arrivent, tous les gens qui sont sur Ulule, ils voient les projets qui marchent bien, tu te retrouves sur la première page parce que ton projet il marche, les gens qui te connaissent pas, qui te font confiance et, euh, et qui viennent supporter un projet. Et nous on les remercie toujours aujourd'hui. 4 ans après, on sait que c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui, quoi. C'était vraiment pour nous le lancement de De Panafrica. Panafrica, ouais. Sans ça, on aurait bien sûr pu réussir différemment, mais ça a été vraiment un accélérateur assez important. Et puis ça vous a permis de vous confronter directement, savoir si Ouais, ça marche c'est pas, ça. si... On a eu pas mal de problèmes au départ de qualité, mais ce qui est pas mal aussi en crowdfunding, je trouve, c'est que les gens ont un lien affectif aussi à la marque. Ils viennent pas que pour le produit, et du coup, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Donc c'est beaucoup plus facile de lancer un projet en mode vraiment de démarrage, prototypage, et les gens sont compréhensifs si à un moment donné ils ont la semelle au bout d'un mois qui se décolle, ou si il y a je sais pas, tel problème de confort, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Nous, on a eu des gens qui ont été extrêmement compréhensifs sur des problèmes de qualité qu'on a pu avoir et qui sont aujourd'hui encore des clients Panafrica. Donc, Ouais, parce que vous avez été de toute façon hyper transparent en disant que c'était oui, votre premier prototype, votre premier ouais. produit, donc... Et moi, pour répondre vraiment à ta question précisément, ce qui a fait euh, qu'on est passé, comment on a réussi à amener les gens avec nous sur ce projet-là et faire en sorte que Panafrica réussisse, c'était beaucoup de communication. La communication a été au centre de tout. Une communication transparente, dire ce que tu fais, l'énergie, montrer l'énergie entrepreneuriale qu'il y a derrière le projet, les équipes, tes partenaires, les gens ils sont rentrés véritablement dans un projet. Ils sont pas là pour acheter une paire de pompes, ils achètent une paire de Panafrica, ils savent pourquoi ils l'achètent, ils savent le projet qu'il y a derrière et c'est pour ça qu'ils l'achètent aussi. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, pour la construction de la marque à long terme. Et du coup, vous l'avez construit, votre image de marque au fur et à mesure. Et en fait, vous véhiculez des valeurs hyper fortes, la transparence, vous essayez d'être une marque responsable à impact positif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, les valeurs de Panafrica? Oui, nous, notre idée, c'était d'avoir une marque, on va dire, engagée au sens large. Et cet engagement passe pour moi, au-delà de la communication, passe effectivement de la transparence, qui est un peu le cœur de tout ce qu'on fait. Euh, Panafrica, pour faire simple, c'est une paire de chaussures qui est produite en respectant le droit des employés et qui est produite avec des matières qui sont achetées auprès de producteurs ou d'artisans en Afrique pour soutenir en gros des économies locales ou des gens qui font bien les choses, des créateurs, et voilà, apporter à cette paire de chaussures un esprit, un univers fort et une histoire forte. Donc ça passe par là l'engagement. Ça passe par monter un partenariat avec Uniwax en Côte d'Ivoire, qui est une des dernières usines de production de wax en Afrique. Ça passe par un partenariat avec Esther, qui est au Ghana, qui produit du batik artisanalement dans un petit atelier familial où il y a 4 personnes et où tout est fait à la main. Ça passe par un partenariat qu'on a avec une association qui s'appelle Africatis au Burkina Faso, qui tisse une bonne partie de notre coton de manière complètement artisanale, avec des femmes qui sont dans l'apprentissage du tissage du coton, à qui on achète selon un schéma de commerce équitable le coton pour le réintroduire sur nos produits derrière. Ça passe par
les partenariats avec lesquels on travaille sous forme de sous-traitance au Maroc, avec nos usines d'assemblage, avec lesquelles on a des chartes pour veiller aux bonnes conditions de travail, avec un peu ce qu'on peut retrouver, ce qui nous paraît évident en France, mais ce qui est moins évident dès lors que tu travailles dans d'autres pays dans le monde, des chartes de travail garantissant que les employés aient des congés payés, que les heures supplémentaires soient payées en tant que telles, qu'il y ait des formations, un bon management, etc. Donc ça, c'est ça en fait, le projet Panafrica. Et j'ai envie de dire, il s'est construit au fur et à mesure aussi. Parce qu'au début, on n'était pas capable de faire tout ça, mais on n'était pas capable. On avait cette ambition, mais c'est beaucoup plus dur quand tu es tout petit que quand tu commences à grossir un petit peu. Aujourd'hui, on a, grâce à tous nos clients, aux gens qui nous écoutent, à nos clients, aux gens fidèles, on commence à produire plus, donc ça nous permet de monter d'autres partenariats, d'avoir plus de facilité, de nous donner aussi plus d'ambition et plus d'exigence. Donc le projet, franchement, au début, on avait notre vision, et c'est toujours important quand tu entreprends d'avoir ta vision, de savoir où tu veux aller. Tu sais que tu vas pas pouvoir faire tout de suite, mais tu sais comment tu vas le faire. Et petit à petit, tu progresses, tu avances, et voilà, et petit à petit, on met en place des choses. Là, dernièrement, tu vois, nous, on s'est beaucoup posé la question, notamment dans la question de l'engagement, de se dire, bah ok, on s'engage, on fait les choses bien, enfin du mieux qu'on peut, en tout cas, mais on va pas assez loin parce qu'en fait, on est quand même en train de vendre un produit qui va finir à la poubelle et qui pollue. Donc comment est-ce qu'on fait pour repenser un peu voilà, cette manière de consommer, 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 racheter toujours du produit neuf. On a proposé à tous nos clients un programme qui s'appelle Rebirth qui permet de nous renvoyer une paire de chaussures. Nous, on la réintroduit sur un circuit de seconde main, on la remet en vente. Le client en question, s'il veut se racheter une paire, il reçoit lui un bon de réduction pour se racheter quelque chose. Pour que voilà, on soit pas dans la surconsommation, surproduction, mais qu'on trouve aussi des manières intelligentes de repenser la manière de consommer. Et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu mettre en place au début. Trop compliqué, trop coûteux, mais petit à petit tu te dis ok, on va faire cet effort-là et il est important et c'est important pour nous de le faire. Donc voilà, c'est typiquement des exemples qui sont venus 3 ans et demi après le lancement, quoi. Ouais, bien sûr, ça se construit petit à petit, avoir un impact positif au début. Au début, tu le fais en étant hyper transparent dans ce que tu fais, puis ensuite, étape par étape, tu essayes Ouais. de construire les choses au fur et à mesure. C'est sûr que tu peux pas tout faire d'un coup. Et après, ce que tu disais, oui, une des valeurs, c'est la transparence. Et en fait, ça, on le montre beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc, tout ce que je te dis déjà sur notre site internet, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très détaillé sur ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un vecteur essentiel de diffusion de l'information. Et nous, dès on est quand même très régulièrement sur le continent en Afrique, que ce soit Afrique du Nord, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Au Ghana, au Burkina Faso, tous les pays dont je t'ai parlé, où du coup on filme beaucoup, on montre l'envers du décor en fait. Et pas juste pour montrer des sourires de fabricants, hein, juste voilà pour montrer un peu tout. Tu vois, notre univers de travail au quotidien. Et en fait, c'est ça qui projette beaucoup les gens à la fois. Les gens se disent, ok, c'est une marque qui est sincère. Moi, je trouve que la sincérité, elle se sent, elle se ressent. Et c'est extrêmement important. Et c'est une marque qui est transparente, qui est sincère, qui dit les choses. Et même si on a des choses pas cool à dire, on dit voilà, là on s'est trompé, là on a mal fait ça. Et c'est ça qui me paraît vraiment important. Et du coup, est-ce que ça rejoint un petit peu Enfin, quand tu te posais des questions et que tu voulais donner un sens et un impact positif, on va dire, à ta vie, est-ce que du coup, t'as l'impression d'y arriver avec Panafrica? J'ai l'impression, ouais, en tout cas j'ai fait un... Oui, on a fait je pense, un gros mouvement pour donner plus de sens à notre vie. Clairement, quand je me rends compte de tout ce qu'on fait, de comment on le fait, avec qui, et que justement on va voir par exemple, tu vois, des ateliers de fabrication, de tissage, et qu'on voit qu'on permet aussi d'améliorer le quotidien de certaines personnes, qu'on essaye de montrer qu'un autre mode de consommation est possible, qu'on permet à des clients de sensibiliser certains clients à un message. Je me dis oui, on a une vision, on est en train de faire bouger des lignes. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant, que ce soit pour moi. Après, j'aime pas trop parler pour Hugues, mais je pense que c'est la même chose pour lui. Et de la même manière pour nos salariés aussi, tu vois. Parce que nos salariés, ils nous rejoignent aujourd'hui en nous disant bah, je viens beaucoup pour le projet Panafrica. Tu vois, ils sont contents de venir. Et souvent, ils nous disent je vous rejoins parce que j'aime beaucoup les chaussures et tout, mais parce que j'ai envie
de changer un peu. Souvent, c'est des gens qui viennent d'autres boîtes et qui, un peu comme nous, à un moment donné, font le move en se disant je change et je vais chez Panafrica pour donner plus de sens à ce que je suis en train de faire et à mon univers professionnel, quoi. Ouais, c'est vrai que la recherche de sens, c'est quelque chose qu'on vit un peu tous après les premières années de Bah, en fait, ta première année, tu te dis oui, c'est cool, c'est génial, le truc, et puis après, t'as toujours un peu la désillusion. Et voilà, et je pense nous, une certaine génération, tu vois, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans, enfin 25-35, on va dire, tout ce qui est jeunes actifs, bah, ils sont vraiment dans ce move-là, quoi. Nous, on en voit tous les jours. Mais des gens qui sortent de finance, de chez Mazars, de grandes boîtes, hein, qui viennent nous voir. Et on a même eu une fois qui est venue, qui travaillait chez Rothschild, tu vois. Et Banque Rothschild, une fille ultra brillante, etc., qui est venue nous voir, bah, j'en ai marre, je quitte, je viens pour vous. Et limite, j'ai envie de travailler même bénévolement pour vous aider, parce que voilà, j'ai... Et en fait, c'est là où tu te dis, waouh, il y a des choses qui sont en train de changer. Et du coup, vous en êtes. Enfin, là, tu parles donc des gens qui viennent te voir et tout. Vous en êtes où aujourd'hui chez Panafrica? Vous êtes combien? Bah, chez Panafrica, donc nous, on a lancé nos premières ventes il y a 3 ans et demi à peu près. Aujourd'hui, on est 9. On a produit 50 000 paires de chaussures jusqu'à présent, donc ce qui est une grosse réussite. On est en pleine croissance chaque année parce que depuis notre lancement, on connaît une croissance de plus de 120%, je crois. On a fait grosso modo 250 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 450 la deuxième, 1 million d'euros la troisième. Là, on vient de finir la troisième. On prévoit une croissance encore forte pour les prochaines années. Donc ça, on en est extrêmement fiers. Pas la croissance pour la croissance, mais la croissance dont on la mène en tout cas, et de comment on fait les choses. On a plein de beaux projets qui arrivent, de belles collaborations, de belles collections, de choses assez cool qui arrivent, même qui sortent un peu de notre univers. Et puis au-delà de ça, il y a plein de choses que moi je mène, notamment avec Hélène, sur toute la partie communication, pour, au-delà de la marque, du produit, on va dire, amener tout un tas de choses sur l'univers de marque, sur des articles qu'on peut écrire autour de la mode responsable, autour de nos engagements, et faire de Panafrica aussi, au-delà du produit, aussi un vecteur, un média, une sorte de média pour bah, diffuser des messages, parler de bonnes initiatives et rassembler autour de nous tout un tas de personnes qui font des choses ultra cool, dont on entend moins parler, et nous, dont on peut aussi être un peu le porte-voix parfois. Donc ça, c'est des projets qu'on mène à côté et qui sont hyper cool. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, déjà tu fais les choses au fur et à mesure et que tu as toujours besoin de faire des nouvelles choses. Donc tu arrives avec Panafrica, c'est hyper cool avec le podcast, Ouais, le plein de blog, le choses. podcast, plein de choses qu'on fait à côté et qui sont assez cool et qui, moi, me stimulent énormément parce que quand tu entreprends aussi, bah, on le disait, mais t'as pas envie d'être dans ton train-train quotidien et de dire à un moment donné, ok, c'est cool de faire une collection, voilà, maintenant on est plus nombreux, on a des équipes, t'as des gens qui s'occupent des choses. Moi, ce qui est important, c'est aussi d'apporter de nouvelles idées et de choses qui stimulent tout le monde et de projets communs, comme on l'a fait avec le programme Rebirth sur la seconde vie des paires de chaussures. C'est des choses qui sont un peu communes à toute l'équipe et qui permettent de fédérer aussi notre équipe autour d'un projet un peu plus long terme et de se dire voilà où on veut aller. Et ça, c'est assez cool, mais ça passe par là, par l'internationalisation, par des choses comme ça. Et ce que tu disais, c'est que voilà, vous avez quand même une croissance hyper importante. Vous êtes 9 maintenant, vous avez plein de projets en cours. Mais toi, Vulfran, t'es dans quel état d'esprit au jour le jour? T'es fier? T'as peur pour l'avenir? Enfin, t'es comment? T'es confiant? C'est un mélange un petit peu de tout ça. Déjà, tu es très fier de ce que tu as accompli. Et je pense que ça, c'est toujours important tous les jours de se le répéter parce que la vie n'est jamais facile. Et quand tu entreprends, tu es toujours dans, effectivement, comme je le disais, un peu de stress. Mais c'est important de se dire déjà, soyons fiers de ce qu'on a fait. Et j'essaie de me le répéter parce que tu as besoin de cette confiance-là pour avancer. Donc oui, fier, tu as toujours du stress. Je pense qu'il est normal. De temps en temps, tu en as un peu plus qu'à d'autres moments. Il y a des moments où tu es fatigué. Moi, ça m'a fait vraiment du bien là, de prendre des vacances pendant un mois, de tout couper. Parce qu'en fait, sinon, toute la journée, tu es très sollicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réussis, tu es très sollicité par des gens, par des journalistes, des gens
qui font des podcasts qui veulent t'interroger, par des jeunes entrepreneurs qui veulent des conseils, par tes équipes, par tout un tas de choses en fait que tu crées. Et donc du coup, toute la journée, tu as du mal à couper, mais de 7h le matin à temps 23h le soir. Et du coup, ton cerveau, il est toujours très sollicité. Et ça, c'est fatigant. Et ça, je m'en rends compte, tu vois, et tu te rends compte que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, qu'il faut aussi aller doucement, qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il faut bien faire la part des choses. Et de temps en temps, la frontière, elle est un peu. Il n'y a pas beaucoup de frontières entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, parce que tout se mélange un peu, mais c'est important aussi, de temps en temps, de prendre un peu de recul et de dire, ok, il faut que j'aille un peu moins vite, que je pense aussi à moi, à mes temps libres, à mes amis, parce que sinon, tu es vraiment, je te dis, dans un tunnel où tu vois défiler les choses et c'est tout, et du coup, tu prends pas autant de plaisir. Et donc, du coup, nous, on est hyper fiers, hyper heureux de ce qu'on monte, mais on est à un moment où on se dit, pensons à nous aussi, pensons à Panafrica, mais en pensant à nous, parce qu'il faut qu'on soit bien pour pouvoir aussi poursuivre la belle aventure. Ouais, donc au-delà des vacances, vous essayez, t'essayes peut-être voilà, de réserver des horaires, c'est Panafrica et Ouais, bah, je suis en train de voir, là, tu vois, j'utilise toujours les vacances pour un peu penser aussi, poser un peu, mettre à plat les choses. Mais en fait, quand tu es à l'initiative d'un projet, c'est un peu ton bébé. En plus, nous, c'est notre premier projet. Donc, c'est ton bébé, tu es au centre de tout. Et en fait, tout le monde, tout remonte à toi. C'est toi qui es au final décisionnaire sur tout, et j'ai pas envie de ça. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu, je t'en parlais au tout début, quand je disais oui, Next City, en fait, t'as l'impression que t'es un pion, quoi, en gros, et que toutes les décisions, elles sont pas prises par toi. Bah, moi, j'ai pas envie de revivre ça chez Panafrica avec mes salariés. Pense que en fait, c'est à moi de décider de tout. Ah, on fait un shooting là, est-ce que t'es d'accord? Tel budget, est-ce que t'es d'accord? J'ai envie que eux prennent leurs responsabilités et qu'ils se sentent aussi chefs d'entreprise de leur côté. Et moi, c'est ça, ça sera ça ma plus grande réussite aussi, c'est de me dire, ok, moi, j'impulse quelque chose, des idées, mais demain, si j'ai 10 personnes qui travaillent avec moi, que ces 10 là, elles sont capables aussi, quand je suis pas là pendant 6 mois, d'avoir des idées, de prendre des décisions et de se dire ok, et c'est aussi un peu ma boîte. Et ça se travaille. Ça se travaille en étant moins présent, en étant plus détaché, en leur montrant que tu leur fais confiance. Voilà, parce que sinon tu vas avoir l'œil sur tout et sinon tu délègues rien et tu permets pas aux gens d'être autonomes, de prendre la responsabilité, de se dire bah là ça c'est à moi de le faire, ou c'est Vulfran n'est pas là, ou Hugues n'est pas là, c'est pas grave, je pense qu'il faut le faire comme ça, et je me fais mon propre avis sur les choses et j'avance de cette manière-là. ouais, qu'ils soient vraiment Ouais, aussi entrepreneurs avec ouais, vous. c'est ça, pour moi c'est ultra important. Et ça te permet vraiment de créer une équipe vraiment soudée, qui est vraiment dans le projet, et pas juste des gens qui sont là à faire leur petit truc dans leur coin parce que tu leur as dit de le faire, quoi. C'est très différent du coup comme état d'esprit, je trouve aussi, dans les équipes. Ouais, qu'ils puissent porter la marque et Ouais, aussi ne pas hésiter à donner leurs c'est ça. avis, parce que ça vous fait grandir vous aussi, ça fait grandir la marque. Bah là, tu vois, on était avec Hugues, on était en vacances pendant un mois, enfin séparément, mais Hugues est parti au Brésil pendant un mois. Moi, j'étais pas là pendant un mois, la boîte elle a tourné. Et en fait, il y avait des équipes qui étaient là et ils ont fait leur boulot, tu vois. Et je pense que c'était important. Ça leur montre aussi qu'on leur fait confiance. Là, il y a eu le lancement, on a lancé la collection automne-hiver, bah, ils se sont débrouillés, tu vois. Ils ont lancé la collection truc, alors qu'il y a 2 ans, on aurait besoin d'être là. Là, je me dis, bon, bah, ils se démerdent, tu vois. Et même si, t'entends, tout n'est pas bien fait, ou je me dis, bon, ça, on aurait pu le faire comme ci ou comme ça, bah, c'est cool. Tu vois, je me dis, les responsabilités sont là, ils les ont prises, ils ont pris de l'autonomie, ils y ont pensé, ils ont anticipé, top. Et ça permet aussi de, j'aime pas trop ce mot, mais de les fidéliser, enfin de les retenir aussi, Ouais, parce que c'est important d'avoir une vraie équipe en qui tu c'est crois, clair. qui croit Bah, au nous, déjà, projet. tu sais, Panafrica, bah, il y a Hugues qui est mon associé, qui est créateur, mais on a associé aussi Hélène, qui nous a rejoint dès le début. C'était important pour nous parce que c'était, bah, Hélène, elle nous a rejoint dès le début. Elle nous a aidés, elle a pris des risques aussi, et là on l'a associée parce que c'était naturel pour nous, et pour nous c'est vraiment naturel, les gens qui sont là avec nous, de leur montrer aussi que la réussite elle est collective. Et ils vont le sentir, tu vois, quand tu es associé à une marque qui marche bien, tu le ressens à un moment donné. Et nous on veut qu'ils le ressentent. Et c'est des gens qui ont fait à un moment donné des efforts pour venir nous voir, salariaux, qui ont fait des efforts, qui sont venus nous voir, qui ont pris des risques comme nous on en a pris au début. Et on veut qu'à un moment donné, ils puissent s'y retrouver aussi. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant et puis c'est hyper stimulant de voir là, d'avoir une belle dynamique autour de la marque. Non, c'est super. Franchement, nous, on est hyper contents. Tout se passe hyper bien. Collection après collection, on vend de plus en plus. On a réussi à fidéliser des clients.
On est présent de plus en plus en magasin, on a des collaborations qui se montent avec des grandes marques de renommée nationale ou internationale, donc c'est vraiment cool. On vit vraiment, je le dis souvent, mais un conte de fées qu'on n'aurait jamais imaginé au départ, et aujourd'hui, quand on se retourne, on se dit putain, voilà, tout ce qu'on... Pardon, je dis des gros mots. Mais je dis, ouais, T'as le tout ce droit, qu'on t'as le a droit. fait, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool, et c'est vrai que ça fait toujours bizarre aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai quitté ma boîte et quand Hugues a quitté la sienne, on s'est dit, enfin, tu vois, on n'était pas du tout sûr de ce qu'on allait mener. Et c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, ouais, c'est cool. Et rien que là, quand tu m'interroges, ça me renvoie cette image-là. Je me dis, bah, en fait, tu m'interroges, toi, aujourd'hui, parce que j'ai des choses intéressantes à dire. Alors qu'il y a 4 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire? Mais aujourd'hui, c'est parce que bah, il y a quelque chose qui a réussi. Donc j'ai aussi, comme on le disait, des choses à transmettre. Et ce genre de médias, comme le podcast, est hyper intéressant pour ça, parce que tous les entrepreneurs qui écoutent, qui veulent de l'inspiration, et ton titre est hyper bien trouvé, Bonjour l'Inspi, c'est bah en fait eux ils vont écouter ça et ça donne des idées, ça donne de l'inspiration, ça donne de la confiance et t'en as tellement besoin quand tu veux te lancer quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Bah, c'est exactement pour ça que j'ai lancé le podcast. Mais moi, je sais que quand j'étais dans ma boîte avant, ça m'a vachement inspiré de voir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient passées par là, qui retrouvaient pas trop de sens à ce qu'ils faisaient et qui avaient envie de se lancer dans autre chose. Moi, c'est via un podcast et peut-être plus tard autre chose. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et justement, bah, vu qu'on est bientôt à la fin un peu de notre échange, est-ce que tu as des conseils justement à donner à des gens qui nous écouteraient, qui ont envie de se lancer et enfin, voilà, qui ont juste une idée et qui ont envie de se lancer C'est toujours dur de donner des conseils parce que ça va dépendre pas mal des gens en question. Mais après il y a des choses qui reviennent quand même alors que moi je m'applique à moi-même et qui reviennent de beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je dirais, il y a peut-être deux choses essentielles pour moi. C'est la première, c'est se faire confiance. Euh, Parce qu'en fait, quand on veut se lancer, quand on a un projet dans la tête, où qu'on soit, euh, il y a beaucoup de gens qui vont un peu nous trouver les trucs négatifs, les objections. C'est important de les écouter, mais c'est important de se faire confiance, de dire, ok, j'ai une idée, et quoi qu'il arrive, à un moment donné, je trouve que si on a une idée, on ne sera pas heureux si on n'exploite pas à fond cette idée. Et exploiter à fond, ça veut dire se lancer, se faire confiance et de se dire, ok, j'ajusterai, mais pas de commencer à avoir peur, d'écouter trop les critiques. Ah non, ça va pas marcher, mais t'es sûr, tu vas quitter tel boulot pour. Nous, si on avait écouté tout ça, on serait jamais là où on en est. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés un peu tête baissée, qui connaissent des grosses réussites. Moi, j'en connais plein. Et, euh, et qui se sont fait confiance à un moment donné, de se dire, je m'écoute, j'ai ce projet-là. C'est peut-être une mauvaise idée, mais si je le fais pas, je serai pas heureux. Donc il faut que je le fasse. Et donc se faire confiance. Et peut-être un des deuxièmes conseils, c'est de bien s'entourer. Extrêmement important aussi de pas être seul. Et là, typiquement, c'est pour une fois qu'on a une idée, une envie de se lancer, bah, rencontrer des amis qui sont déjà lancés, s'entourer de, ouais, d'autres entrepreneurs, de sa famille, parce que ça donne de la force. Ça permet d'avoir des gens aussi qui vont avoir un regard de temps en temps un peu critique, d'ajuster ses idées, son projet, de le faire évoluer, de le faire mûrir, et de se faire aider aussi. Parce que on parle souvent, tu sais, de la solitude de l'entrepreneur, et c'est assez vrai. Et en fait, pour être toujours heureux dans ce qu'on fait, quand on entreprend, il faut vraiment bien s'entourer. Parce que là, les amis, ils sont importants vraiment. Parce que oui, parce que tu es à 200% dans un projet, tu es fatigué, tu es un peu stressé au début, tu as toujours plein de choses. Et je le disais à un moment, je te disais, ouais, c'est important de prendre du recul et tes amis, ta famille te permettent de prendre ce recul-là, de rigoler, de penser à autre chose. Et bien s'entourer, ça permet de, voilà, de créer une structure en dehors de ta boîte qui te pose un petit peu, qui te calme et qui te donne de la confiance aussi. ouais, de la confiance et ça te permet aussi enfin, voilà, d'avoir un vrai recul, te Ouais, poser peut-être les bonnes questions parce que quand t'es la tête dans le guidon, on va dire, c'est tu ça. peut-être. Moi, quand j'ai voulu monter Panafrica, les premières personnes que je suis allé voir, c'était des entrepreneurs qui étaient proches, c'était mes frères. Tu vois, la première personne que je suis allé voir, c'était mon grand frère, qui a une boîte de communication, et qui j'ai dit, voilà, que je veux monter. Et tout de suite, tu vois, il m'a dit, bah oui, peut-être fais un... Comment il avait appelé ça? Un truc de compétences, tu sais, dans ma boîte. Enfin, il m'avait donné des conseils, en fait, pour... avant de me lancer, c'était au tout début. Et c'était utile. C'était important, c'était utile, il m'a donné son avis.
d'entrepreneurs. Et ça, voilà, je trouve que c'est hyper important de s'entourer, de parler beaucoup avant de se lancer ou pendant le lancement ou après, quoi. Ouais, en plus, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, mais la communauté des entrepreneurs et la bienveillance qu'on a, parce que voilà, tout le monde est passé par des débuts et a peut-être un peu galéré. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, moi, tu vois, je vais parler à beaucoup d'entrepreneurs pour venir sur le podcast ou autre, même quand j'ai des idées ou quoi. Et enfin, c'est rare en fait qu'on laisse la porte fermée, quoi. En général, même si on n'a pas de temps, c'est un call de 10 minutes Oui, c'est ça. ou quelque chose. Et donc, enfin voilà, faut pas avoir peur d'aller parler à des gens parce que j'ai l'impression que moi, c'est un peu aussi ce qu'on m'avait conseillé quand j'étais en études pour me diriger un peu de parler avec des gens. Bah, moi, c'était dans le conseil, mais qui étaient dans le conseil ou qui faisaient des trucs. Et en fait, moi, je voyais plein de gens, plein de camarades à moi qui bah, causaient pas, quoi, qui avaient Ouais. peur d'aller parler, qui se sentaient pas légitimes. Et toi, dans ce que tu dis, c'est non, allez parler, allez vous confronter aux gens, même des gens que tu connais pas, mais ils vont vous ouvrir la porte, quoi. Ouais, il faut, si je peux rebondir sur ce que tu dis, selon moi, un conseil vraiment qui rejoint un peu tout ça, c'est oser en fait. Quand tu veux entreprendre, il faut oser. Il faut oser aller voir des gens, il faut oser sortir des sentiers battus. Moi, je le dis tout le temps aussi chez Panafrica, tu vois, qui ayez des nouvelles idées, oser en fait. De temps en temps, il y a des idées qui sont mauvaises, mais il y en a qui sortent tellement de l'ordinaire que on sort quelque chose et on se dit waouh, c'est cool ce qu'on a fait. Tu vois, et les gens nous disent putain, c'est super cool ce que vous avez fait là. Et en fait, c'était des idées. De temps en temps, je peux pas tout dévoiler, mais là on a des collabs qui viennent assez marrantes, qui sont pas du tout dans nos secteurs d'activité et tout. Mais du coup, bah c'est oser, tu vois, c'est oser à un moment donné parler différemment, créer un produit différent, sortir des sentiers battus, sortir de tout ce que fait tout le monde. Et là, tu as un vrai truc, un vrai impact à avoir. Et quand tu veux te lancer, si tu oses, tu vois, aller voir les gens, et moi je l'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs, ouais, oser aller à une conférence, voir l'entrepreneur que tu voulais voir, que t'as pas réussi à capter parce qu'il est très pris aussi, il faut pas l'oublier, bah, va voir à une conférence, va lui parler à la fin, ose lui laisser ta carte, et voilà. Et il y a que comme ça que tu peux y arriver. Et en plus, ça sera d'autant plus vrai une fois que tu auras lancé ta boîte. Tous les jours, il faut oser des choses. Et puis au début, c'est compliqué enfin, d'aller parler à la première personne, la deuxième, Oui, la cinquième, et puis après, au bout d'un moment, oui, à un moment donné, tu mets ta timidité de côté, et puis tu te dis. Puis c'est ça qui te fait avancer, hein, mm, c'est. ouais, Voilà. non, c'est clair. Et quand bien même tu montes pas ta boîte au final, tu auras rencontré tout un tas de personnes, tu vas te faire un réseau, un carnet d'adresses, et c'est aussi hyper important. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, je pense que c'est hyper important enfin voilà, d'aller parler à des gens pour aller se confronter et tout ça. Et du coup, aussi une question que j'aime bien poser pour essayer d'inspirer les auditeurs et moi aussi par la même occasion. Est-ce que toi, il y a des choses en tant qu'entrepreneur ou en tant que Vulfran, en tant que personne, hein, Ouais. t'inspires au jour le jour et que tu penses qu'ils pourraient inspirer enfin, les autres, que ce soit un livre, un film, Bon, moi, j'ai une pas. marque même, peut-être dans la mode. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Après, ça dépend. Est-ce que ça m'inspire en termes. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent déjà en termes de création. Parce que moi, j'ai quand même toute la partie aussi direction créative et tout ça de la marque Panafrica. Du coup, là, je suis beaucoup inspiré. Moi, je lis beaucoup. Je regarde. Enfin, je voyage beaucoup. Donc, moi, je vais dire. En fait, mon inspiration, moi, je la tire beaucoup de mes voyages, notamment. Tu vois, je crois que je pars en voyage, j'ai un petit carnet de voyage, je dessine beaucoup, je prends des photos, j'adore la photographie. Donc ça, pour moi, l'inspiration, je la tiens beaucoup des éléments extérieurs, pas forcément d'un livre, d'un film, de je sais pas quoi, mais de voyage, d'une rencontre, De la vraie vie, quoi. ouais, de la vie de tous les jours, d'un moment passé dans un bar où tu réfléchis, où tu vois des choses passer et qui vont t'inspirer à un moment donné. Et pour moi, je la tiens de là, l'inspiration, et ça revient un peu à ce que je disais au début, mais surtout de la curiosité, sur mon envie de voyager, de pas rester en place. Je note beaucoup de choses, plein de petits carnets en fonction de ce que j'ai envie de noter. Je dessine beaucoup, comme je te le disais, et moi, mon inspiration, je la tire de là. Après, il y a des gens forcément qui m'inspirent. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Agnès Troublé, qui est la femme qui a créé Agnès B, la marque, qui m'inspire beaucoup. C'est les marques dont je te parlais tout à l'heure qui durent depuis un certain temps, qui sont des belles marques où tu as une personne vraiment qui a cet esprit, ces idées, cet esprit créatif que je trouve génial dans sa manière. Je la connais bien, c'est pour ça que j'en parle, parce que du coup, je vois un peu comment ça travaille, comment les idées fusent, comment Agnès arrive à créer des pièces que tu peux porter tous les jours tout en leur apportant un petit côté différent, un petit esprit rock, hein.
Et ça, j'adore en fait. J'adore tout l'esprit créatif des gens comme ça, créatifs. Je pourrais parler de Jack Mus aussi, que j'aime beaucoup dans l'esprit créatif. Donc voilà, des gens que je suis. Donc là, après, tu peux regarder des livres sur eux, des choses qui t'inspirent, les rencontrer. Ça, c'est assez cool et ça m'aide dans mon quotidien. Ouais, ça te porte un peu aussi vers le haut parce que c'est quand même des exemples Ouais, assez. ça te montre un peu. Moi, je suis très admiratif des gens qui créent. Donc automatiquement, et quand je dis la création, c'est au sens large, ça va être des artistes, des photographes, des créatifs, des créateurs de mode, que ce soit des gens connus, comme ceux dont je viens de parler, ou des gens moins connus. Moi, je connais des amis, là j'ai un ami avec qui on va lancer une collaboration sur une paire de chaussures, qui est graphiste, qui fait du graphisme, qui fait de la danse contemporaine, qui est très créatif. Et voilà, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et un jour, je lui dis, tiens, Smaïl, il s'appelle Smaïl. Je dis, tiens, Smaïl, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble? Et en fait, il a créé des motifs pour Panafrica, qu'on imprime sur nos chaussures. Et donc, je trouve ça hyper cool de mêler comme ça des univers. Et moi, je m'inspire beaucoup de ces gens-là. Et je me nourris d'eux pour donner des idées pour la suite. Donc ça revient à ce que je dis, c'est rester curieux, ouvert, rencontrer les gens et inspirez-vous de tout ce qui vous entoure déjà. Ouais, c'est hyper important, surtout en plus, dans la mode, c'est quand même un milieu qui bouge beaucoup, donc t'as intérêt à suivre et à trouver tout le temps de nouvelles idées, donc à être curieux et tout, c'est hyper important. Merci beaucoup, Villefranc, pour tous ces conseils, pour toutes ces questions, etc. Merci à toi. Je crois qu'on parle depuis pas mal de temps. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, comme ça, je trouve, enfin, quand on m'interroge, je vois, il y a des moments, tu sais, c'est un peu long, tu sens que le temps est un peu long et tout. Donc tu dis c'était pas top, et puis quand ça passe vite comme ça, tu te dis bon, c'est que ça devait être cool. J'espère que ça sera cool à réécouter en tout cas. Donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Oui, Donc, ça veut dire que c'est bien passé. Non, mais ça veut dire, tu sais, quand tu trouves que le temps passe Passe vite, rapidement comme ouais. ça, tu dis ah, mais en fait, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, hein. Et tu dis ah, mais ah oui, en fait, ça passe vite. Et ça veut dire que tu t'es pas ennuyé. Donc ça veut dire que j'espère que les auditeurs ne se seront pas ennuyés. Je pense non pas. plus. En tout cas, moi, je me suis pas ennuyée et c'était vraiment agréable. Et juste pour finir, si justement les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi, sur Panafrica, donc je mettrai bien sûr le site Ouais, je internet, te il y a les passerai réseaux tous les sociaux. liens pour les réseaux sociaux et tout ça, Panafrica. Et puis sur moi, peut-être la manière la plus simple de me suivre sur Instagram, sûrement. Je te donnerai mon lien de mon compte perso, Vulfranc-du-bas. Parce que je dis pas mal de choses sur voilà, plus l'entrepreneuriat, etc. Moins Panafrica, mais un peu plus sur moi, sur l'entrepreneuriat, l'envers un peu du décor. Et puis LinkedIn, pas mal, je m'en sers beaucoup pour donner un peu ma pensée, des choses, voilà, pareil, un peu sur l'entrepreneuriat, des choses que je diffuse. J'ai pas mal de contacts et tout ça, donc LinkedIn me sert pas mal d'un point de vue professionnel. Donc si les gens ont des questions à me poser et tout, privilégiez LinkedIn ou Instagram. Ok, ça marche. Je mettrai ça en description de l'épisode. Merci beaucoup. Mais je C'était t'en vraiment prie. agréable. Donc, Ouais, merci voilà. à toi Cassandra, et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.